L'hypnose depuis déjà, je comptais tout à l'heure, ça fait presque une trentaine d'années. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose quand j'étais adolescent et j'ai commencé à pratiquer l'auto-hypnose quand j'avais 15-16 ans. Et je suis plutôt un autodidacte de l'hypnose au départ. Et je me rappellerai toujours des soirées hypnose que l'on faisait entre potes à la maison, où on faisait des tas d'expérimentations. Et c'était vraiment très très drôle. Et c'est ce qui m'a amené du coup à faire des études de psycho par la suite. J'avais hésité entre médecine, faire psychiatrie ou psycho. Et étant paresseux, je me suis dit médecine c'est trop long, je vais faire psycho que 5 ans. Puis en fin de compte, après j'ai fait un doctorat sur l'hypnose, une thèse sur l'hypnose. Et du coup aujourd'hui, je crois que tout ce que j'ai pu explorer dans le champ de la psycho, et surtout dans mes pratiques personnelles, a toujours été en lien avec la question de la transe et la question des états modifiés de la conscience. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser aux pratiques méditatives, aux pratiques taoïstes, donc à l'hypnose bien entendu, aux thérapies corporelles, à la transe chamanique, et voilà, plein d'autres approches de ce type-là. Alors mon propos en fait va être en 3 parties. Je vais vous faire un peu de blabla introductif pour commencer. Puis nous ferons une séance non pas d'hypnose collective, mais une séance d'hypnothérapie collective. Donc je préviens tout de suite, ça veut dire que nous allons faire un travail de groupe où vous aurez l'occasion, pour ceux qui le souhaitent, de travailler une problématique personnelle. Du coup, vous avez à peu près 15-20 minutes pour déterminer ce sur quoi vous aimeriez travailler. Et je vous accompagnerai dans ce travail-là. Et après, je terminerai par un petit quart d'heure où j'expliquerai un petit peu ce que l'on a fait, en m'appuyant sur Ernesto Rossi, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2005, lors de sa dernière venue en France. Ernesto Rossi donc, est décédé il y a bientôt 3 ans. Et il était venu quelques jours à Rennes pour présenter son approche thérapeutique. Et lors de la dernière après-midi, il a proposé de faire des séances d'hypnothérapie devant le groupe des participants. Et la consigne était que la séance devait durer moins de 15 minutes à chaque fois. Et donc on arrivait sur l'estrade, on expliquait notre problématique qu'on souhaitait travailler, on faisait la séance, et puis on lui disait ciao, et on repartait dans l'assemblée, voilà. À l'époque, j'étais quelqu'un de très angoissé, avec tout le temps une boule d'angoisse dans le ventre. Et j'ai voulu travailler donc, sur cette angoisse que je ressentais à ce moment-là pendant la séance. Et donc, on a fait une technique, les techniques des 3 étapes que nous ferons ensemble tout à l'heure. Ça a duré une dizaine de minutes, c'était sympa. À la fin de la séance, je me sentais bien, relax. Et puis je me suis dit, bon bah ok, on va voir. Et dans le reste de la journée, l'angoisse est revenue dans mon ventre. Puis le lendemain, l'angoisse était toujours là. Et puis le surlendemain, en fin de compte, rien n'avait changé. Voilà. Après, je me suis dit, bon, c'est une séance de 10 minutes, c'est peut-être pas anormal. En même temps, il ne faut pas espérer qu'en 10 minutes, on puisse changer tant de choses que ça. Pour autant, quelques mois plus tard, j'étais en Bourgogne en week-end. Et au cours d'une nuit, j'ai fait un rêve où Ernesto Rossi était présent. Et dans ce rêve, j'ai énormément pleuré. D'ailleurs, ma femme m'a dit que j'avais pleuré beaucoup pendant la nuit. Je me souviens avoir pleuré, je me souviens de Rossi, que de ça. Voilà. Et à la suite de ce rêve, les angoisses ont disparu. Voilà. Et donc, ça m'a vraiment interpellé. Et aujourd'hui, dans ma manière de travailler en hypnothérapie, quand je pratique l'hypnose, la plupart du temps, je travaille avec les approches de Rossi, la plupart du temps, en m'inspirant aussi de François Rostand, et parfois un peu de Gaston Grosso pour ceux qui le connaissent, le magicien québécois. Alors, Ernesto Rossi a été un proche collaborateur de Milton Erickson. Je crois que durant les 8 ou 9 dernières années de vie de Milton Erickson, Rossi était un proche collaborateur, et d'ailleurs ils ont beaucoup
écrit ensemble, mais progressivement, Ernesto Rossi, qui s'intéresse beaucoup aux travaux de Jung, qui s'intéressait beaucoup à Jung, a construit un petit peu sa méthode en s'inspirant de l'approche de Milton Erickson. Alors, pour introduire mon propos, je vais juste vous donner quelques citations de Rossi ou d'Erickson, pour que vous compreniez bien un petit peu, peut-être, la manière dont ils envisageaient la psychothérapie, l'hypnose, l'inconscient, etc. Alors, la première citation de Milton Erickson, il est très important que les gens sachent que leur inconscient est plus intelligent qu'ils ne le sont. Il y a une plus grande richesse de connaissances stockées dans l'inconscient. Donc un A, dont j'avais revu au moins 5 fois mon diaporama. Donc on voit qu'il y a déjà, dans l'approche d'Erickson, on voit déjà que l'inconscient est envisagé d'une manière totalement différente de la psychanalyse, par exemple. Dans la psychanalyse, bon, je vais peut-être un peu simplifier les choses, mais on pourrait dire que l'inconscient, c'est le lieu de refoulé, c'est là où sont les traumatismes, les pulsions. En gros, c'est le côté un peu dark de la personnalité. Alors que pour Milton Erickson, l'inconscient, c'est un espace de ressources, c'est un espace d'apprentissage, un espace de connaissance. Et donc, Erickson avait une vision de l'inconscient beaucoup plus humaniste que dans la vision psychanalytique. Autre citation de Rossi et d'Erickson, « Les patients ont des problèmes parce que leur programmation consciente a trop limité leurs capacités. La solution est de les aider à sortir des limitations de leurs attitudes conscientes apprises. » Alors là, je trouve que c'est quand même un renversement assez intéressant, parce qu'en fait, ce que nous disent Erickson et Rossi, c'est que l'origine de la souffrance psychique ne relève pas au fond de l'inconscient, mais du conscient. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait notre conscient qui serait à l'origine de notre souffrance psychique. J'avoue être assez d'accord avec cette idée-là, à savoir que ce qui, à mes yeux, entretient la souffrance, c'est le fait que l'être humain, la plupart du temps, quand il souffre, il lutte constamment contre sa souffrance, il essaie de contrôler sa souffrance, il essaie de comprendre sa souffrance. En gros, il utilise son esprit conscient pour essayer de régler le problème. Et malheureusement, plus il utilise cette stratégie-là, plus il entretient la souffrance. On pourrait se rapprocher de ce qu'on entend souvent, donc l'auto-hypnose négative. J'avoue que je ne suis pas très fan de cette manière de penser, mais de ce terme-là, mais bon, peu importe. Donc il y a vraiment cette idée que l'origine de la souffrance serait liée au conscient et pas à l'inconscient. Et parfois je dis d'une manière un peu culottée, donc je vais le refaire là parce que j'aime bien le faire. Je pense que du coup, parfois, la psychologie et la psychothérapie peuvent être dangereuses, parce que ça peut entretenir justement ce souci de vouloir contrôler, comprendre, mettre du sens, analyser, etc. Et du coup, d'une certaine manière, il y a cette idée implicite de contrôler malgré tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, ou de mettre à distance ce qui se passe à l'intérieur de soi, et du coup, au fond, de se couper de ce que l'on est, de se couper de nos ressources intérieures, de nous couper de nos capacités naturelles d'auto-guérison. Autre citation, « La plupart des processus mentaux sont autonomes. C'est cette activité autonome des associations et des processus mentaux de celui qui écoute qui crée l'expérience hypnotique. » Alors là, c'est assez intéressant aussi, parce que ce que nous disent Erickson et Rossi, au fond, c'est que l'expérience hypnotique se caractérise par une activité psychique, psychobiologique autonome. C'est-à-dire que c'est une activité, c'est un processus qui n'est pas contrôlé par notre esprit conscient. C'est un processus qui nous échappe. C'est un processus qui fonctionne à l'intérieur de soi, et c'est ça l'hypnose, pour eux, en tout cas.
Et du coup, l'idée de la pratique hypnothérapeutique serait de faciliter ce processus autonome, c'est-à-dire de favoriser un processus qui n'est pas contrôlé par notre esprit conscient. C'est-à-dire, en fin de compte, s'en remettre à une autre partie de soi qui va gérer un problème, qui va essayer de résoudre un problème sans que notre conscient n'intervienne. C'est un petit peu ce qui s'est passé, je pense, dans mon expérience avec Rossi. En gros, il m'avait mis comme une sorte de petite graine dans mon cerveau, dans mon inconscient, et puis tout doucement, ça a travaillé à un niveau inconscient, jusqu'au moment où, plusieurs mois plus tard, j'ai fait ce rêve, qui a été la phase résolutoire de ce que je voulais travailler, sans que je ne comprenne véritablement ce qui s'est passé d'ailleurs. Du coup, on arrive à cette idée qu'il n'est pas forcément utile de comprendre les choses pour les régler. Et bon, pour ceux qui font l'hypnose, c'est une évidence. Autre citation de Rossi, de sa femme aussi, puis de Milton Erickson. Un aspect essentiel de l'expérience de la transe est qu'elle permet aux processus mentaux de se mettre en place d'eux-mêmes. Voilà, donc on revient à cette idée de processus automatique. C'est-à-dire que ce qui est, je pense, recherché dans l'expérience hypnotique, c'est un processus qui va s'enclencher spontanément, naturellement. On ne sait pas forcément à quel moment, on ne sait pas quelle direction ça va prendre. On ne sait même pas d'ailleurs si on va travailler sur ce que l'on avait choisi de travailler initialement, car ce n'est pas nous qui allons décider, même si notre intention peut parfois structurer, vectoriser l'expérience, mais c'est presque notre inconscient qui va décider ce qui doit être travaillé à ce moment-là. Et dans ces moments-là, je repense souvent à une situation où j'avais rencontré il y a pas mal de temps une dame qui est venue me voir, qui m'a dit, voilà, j'ai fait une psychothérapie très longue, j'ai fait une psychanalyse, j'ai fait des tas de psy, je pense avoir tout réglé avec ma mère, mais je n'ai jamais travaillé la relation avec mon père, et je voudrais en hypnose travailler la relation avec mon père pour régler ce problème. Je lui ai dit, pas de problème. Et à la deuxième séance, on a fait une séance d'hypnose, et elle s'est effondrée en larmes. Et elle m'a dit à la fin de la séance, eh bien, je me rends compte qu'en fait, je n'ai rien réglé avec ma mère. Voilà. Donc, elle venait pour travailler la relation avec le père, l'intention de départ c'était ça, et en fin de compte, eh bien, elle a travaillé la relation avec sa mère parce que c'était ce qui devait travailler à ce moment-là. Donc, le processus doit se mettre en place de lui-même. Et la suggestion, au fond, permet d'activer, en quelque sorte, ce processus, permet d'utiliser les ressources du sujet, permet de mobiliser éventuellement des apprentissages, des connaissances chez le sujet, permet éventuellement de mobiliser certains souvenirs chez le sujet, ou mobiliser l'imagination aussi chez le sujet. Et c'est ça qui pourrait favoriser une sorte de réorganisation intérieure chez celui-ci. Mais encore une fois, la fin de la citation le dit, hors de la portée habituelle de son contrôle. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que toute psychothérapie, pour se prétendre efficace, doit passer par une altération de l'état de conscience. Pour moi, c'est une évidence. Je pense que la question de la transe, elle doit se poser dans tout dispositif psychothérapeutique, car la transe, c'est ce qui nous permet d'accéder à une autre réalité, à un au-delà, à autre chose. La transe, c'est le passage à quelque chose d'autre. Et ça implique aussi donc que notre conscient s'autorise à ne plus contrôler ce qui se passe. Et c'est ce qui peut faire peur parfois. Donc la suggestion hypnotique est en réalité ce processus consistant à évoquer et à utiliser les propres associations mentales d'un patient par des procédés ne rentrant pas dans le cadre de son contrôle intentionnel ou volontaire habituel. En résumé, Ernest Rossi pose l'hypothèse que le but de l'hypnose, au fond, serait d'activer des processus qu'il nomme auto-organisés. Des processus auto-organisés en ce sens que ces processus s'organisent d'eux-mêmes sans que notre conscient ne cherche à les créer, à les organiser, à les diriger. Ces processus sont auto-organisés et ils visent naturellement l'équilibre,
l'homéostasie, la régulation, l'adaptation. Car tout système, au fond, vise continuellement l'adaptation. Tout système vise continuellement l'équilibre, même si cet équilibre est parfois instable, précaire. Mais tout système vise cela. Et je dis souvent aux patients, vous voyez, si vous vous coupez, à moins d'être hémophile, votre corps va se cicatriser tout seul, parce que votre corps, il est conçu pour, votre corps est intelligent, votre corps sait ce qu'il faut faire. Et bien sur un plan psychique et émotionnel, c'est pareil. C'est exactement pareil, parce qu'il y a une sorte de quelque chose de l'ordre de l'intelligence de la vie qui est là et qui nous pousse vers de l'organisation. Et je rajoute toujours, mais vous allez me dire, si c'est vraiment le cas, pourquoi je vais si mal? Eh bien, vous allez si mal parce que constamment vous luttez contre vous-même. Constamment vous luttez contre vos émotions, constamment vous luttez contre des souvenirs, constamment vous voulez contrôler ce qui se passe en vous, parce que vous avez peur de ce qui peut émerger, vous avez peur de ce que vous pouvez vivre. Et c'est logique, c'est normal, on n'est pas maso. Donc on essaie de survivre en contrôlant ce qui se passe. Puis on est dans une culture où il faut tout contrôler en plus. Donc voilà. Mais justement, je pense que si on arrive à vivre des moments où on ne contrôle plus rien à l'intérieur de soi, eh bien, tout se réorganise naturellement, puisque c'est le principe même de l'existence et de la vie. Donc, lorsque les conditions sont présentes, et je pense que, on va dire que la séance d'hypnose peut être un dispositif qui le favorise, pas toujours, mais souvent, eh bien, quand les conditions sont présentes, en fait, cette intelligence vitale est sollicitée et va favoriser naturellement, spontanément, automatiquement, de l'équilibre. Voilà. C'était mon intro, et maintenant on va passer à la fameuse séance. L'idée, ça va être de travailler sur une problématique que vous aimeriez travailler pendant la séance. Alors, je tiens à préciser tout de suite que si vous vous sentez très fragile psychologiquement, ne vous sentez pas obligé de le faire. D'accord? Je vais même préciser mon propos. Si vous vous sentez vraiment fragile psychologiquement, peut-être que ce serait bien de ne pas le faire. Okay. Sinon, l'équipe de l'UPA va devoir assurer le service après-vente. Sachez que chacun va vivre à sa manière ce qu'il a à vivre. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes. Ne cherchez pas à savoir si ce qui se passe est normal ou pas. Chacun vit son expérience à sa manière. Et l'idée est simplement d'accueillir ce qui se passe et de laisser les choses se faire toutes seules, car, comme je vous ai expliqué, l'idée, c'est que les choses se fassent toutes seules. Et quel que soit ce qui se passe. C'est-à-dire que peut-être que ça va être juste des petites choses qui vont émerger, mais peut-être que pour certaines personnes, ça va être une émotion qui va monter, un souvenir qui va arriver, une prise de conscience qui va se faire, ou des mouvements dans le corps qui vont se faire d'eux-mêmes. Tout est possible. Voilà. Également, si vous ne souhaitez pas faire cet exercice, je vous invite simplement à être silencieux, à ne pas déranger les voisins, etc. Pour ceux qui arrêteraient le processus en cours de route, également de rester silencieux pour ne pas gêner les autres. Que dire d'autre? Peut-être si vous avez un téléphone, mettez-le en fonction non vibrant pour ne pas être gêné. Et éventuellement, si vous voulez enregistrer la séance avec votre téléphone, faites-le. Comme ça, vous pourrez refaire l'exercice. Alors cet exercice qu'on va faire, en 2001, je participais à un colloque sur l'hypnose à Saint-Malo. Et on était dans un amphi qui était beaucoup plus grand que celui-là. Je crois qu'il y avait 400 ou 500 participants. C'était un truc monumental, sur 4 ou 5 jours. Et Ernest Rossi a fait une conférence de chez lui, dans son salon en Californie.
Donc il était dans son canapé avec sa femme à côté. La conférence a duré 2 heures par Zoom. Je pense que c'était un truc comme Zoom, enfin peu importe. Puis au bout d'1 h 15 à peu près de blabla, il nous a dit bon maintenant on va faire une séance. Et donc lui il était en Californie, nous on était 400 dans l'amphi, et on a fait la séance comme ça, et ça s'est super bien passé. Et à l'époque j'étais à côté de Gaston Brosseau, pour ceux qui connaissent, qui était sur ma gauche. Et lui, il arrêtait pas de raconter des conneries, comme souvent. C'était marrant. Voilà. J'essaie de réfléchir si j'ai pas autre chose à vous dire avant de commencer. Non. Donc, gardez bien à l'idée, simplement que tout est possible, il n'y a pas de règles, donc ne vous prenez pas la tête sur qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est normal ou pas, etc. Et oui, et puis dernière chose, ce qui est compliqué quand on fait une séance de groupe, c'est que chacun n'avance pas au même rythme. Ça veut donc dire que pour certains, je vais peut-être aller trop vite, et pour d'autres, je vais aller peut-être trop lentement, ils seront déjà à l'étape d'après. Mais c'est pas grave, vous allez vous adapter. D'accord? Avant de commencer, est-ce qu'il y a peut-être une question technique? Excellent. Pour ceux qui veulent enregistrer, je vais vous dire quand est-ce qu'on va commencer. Je vois les qui préparent leur téléphone déjà. Voilà. Donc, voilà, l'idée c'est de penser à un problème que vous aimeriez travailler. D'accord? Et on va commencer. Vous pouvez allumer les enregistrements si vous voulez. Alors, je vais vous proposer de vous installer confortablement, de préférence les 2 pieds posés sur le sol. Et plutôt le dos bien posé sur le dossier. Et nous allons travailler avec les mains et les bras. Aussi, je vais vous proposer de vous mettre dans la position suivante. Donc je vais devoir lâcher mon micro quelques instants, pour que j'essaie de le faire en même temps. L'idée, ça va être de mettre les 2 mains comme ceci. C'est-à-dire que vous pouvez soit poser vos coudes sur les accoudoirs, soit sur vous directement. Et l'idée étant de mettre les 2 mains face à face, espacées environ de 20-30 cm, peu importe. Et à partir de maintenant, je vous invite à continuellement regarder vos mains. Vous pouvez regarder votre main gauche ou votre main droite. Éventuellement alterner la gauche et la droite. Prenez simplement le temps d'être attentif à ce que vous ressentez au niveau de vos mains. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de norme, tout est possible. Je me demande simplement laquelle de ces 2 mains pourrait vous sembler plus fraîche que l'autre. Prenez simplement le temps de déterminer laquelle de ces 2 mains vous semblerait plus fraîche que l'autre. Et notez si cette fraîcheur est située dans la paume de la main, au niveau des doigts de la main, ou au niveau du dos de la main. Essayez maintenant de déterminer laquelle de ces 2 mains vous semblerait plus lourde que l'autre. Est-ce la gauche?
Est-ce la droite? Et laquelle de ces deux mains vous semblerait plus en mouvement que l'autre? Peut-être de très légers mouvements, peut-être d'étranglement. Peu importe. Continuez simplement à prendre le temps d'observer ce que vous ressentez dans les mains. Et dès qu'une partie de vous-même sera prête à explorer le problème qui vous préoccupe, je me demande si vos deux mains ne vont pas d'elles-mêmes se rapprocher lentement l'une de l'autre, comme si une force mystérieuse les attirait peut-être très très lentement. Ou peut-être rapidement, peu importe. Observez simplement ce qui se passe au niveau des mains. Peut-être pouvez-vous sentir cette force mystérieuse, ou peut-être que cette autre partie de vous-même souhaiterait vous montrer un autre mouvement pour débuter ce travail intérieur. Et aussitôt que cette partie profonde de vous-même sera prête à explorer certaines pensées secrètes, certains souvenirs, certaines émotions en lien avec l'origine de votre problème, je me demande laquelle de ces deux mains va d'elle-même commencer à descendre lentement, voire peut-être à se détacher de l'autre. Laissez simplement une partie de vous explorer tout ce dont elle a besoin de savoir, alors que peut-être l'une de vos deux mains continue à descendre
Et peut-être que vos paupières sont toujours ouvertes ou peut-être fermées, peu importe. À votre rythme, lentement ou rapidement. Lentement, vous laissez cette partie de vous examiner tout ce dont elle a besoin de savoir. Et cette partie de vous peut transmettre à votre esprit inconscient peut-être certaines pensées, ou peut-être pas. Peu importe. Voilà. Et lorsque ce sera le moment, dès que cette partie de vous-même profonde sera prête à explorer toutes les possibilités de changement, de guérison, toutes les possibilités, je me demande si l'autre main ne va pas d'elle-même descendre lentement à votre rythme. Continuez tranquillement, à votre manière.
juste quelques instants encore. Car dans ce travail intérieur, 1 minute peut durer 1 heure, tout comme 1 heure peut durer 1 minute. Et dès que cette partie de vous-même saura qu'il vous est possible de poursuivre ce travail de guérison intérieure lors de vos futures nuits de sommeil, dans vos rêves. Et que votre esprit conscient saura que le moment est le bon moment. Est-ce que vos paupières vont s'ouvrir d'elles-mêmes pour terminer ce travail à un niveau conscient ? Et si certaines personnes ont besoin de quelques minutes supplémentaires pour terminer ce travail, prenez ce temps pour vous. Pour nous rejoindre quand ce sera le moment, prenez le temps. Voilà. Donc certaines personnes vont continuer leur travail pendant quelques instants, et même s'ils peuvent entendre ma voix, ça ne va absolument pas les gêner dans leur travail intérieur.
voilà typiquement comment Rossi peut travailler, ou pouvait travailler, en tout cas. Ça, c'est une des approches les plus connues de Rossi, mais il y a beaucoup d'autres approches qui sont assez similaires. Et comme vous avez pu le constater, Rossi envisage 3 étapes dans ce type de séance. Premièrement, l'utilisation d'un signal psychocorporel. Ici, donc, c'est le mouvement involontaire du bras, de la main. L'accès à des informations physiques et l'accès à des ressources de créativité afin de résoudre le problème, ou en tout cas de favoriser un début de résolution du problème. Alors, comme on n'a plus beaucoup de temps, je passe ces trucs. Ce qui est vraiment intéressant dans ce type de technique, c'est la forme de suggestion utilisée par Rossi, parce qu'à aucun moment, je n'ai procédé à une induction hypnotique. À aucun moment, je n'ai favorisé, non, en tout cas, à aucun moment, je ne vous ai orienté vers une induction hypnotique. C'est-à-dire que l'induction hypnotique, elle se fait spontanément, indirectement, grâce à ce type de suggestion que l'on appelle les directives impliquées. Et les directives impliquées, j'utilise beaucoup ça, c'est une technique suggestive qui est composée en gros de 3 étapes. Et je vais vous montrer plusieurs exemples, c'est relativement simple et c'est ce que j'ai fait pendant la séance. Aussitôt qu'une partie de vous-même sera en mesure d'explorer plus en profondeur ses sensations et émotions, est-ce que vos paupières vont se fermer d'elles-mêmes? Voilà, c'est un exemple typique. Je vais vous donner d'autres exemples après. Mais ici, en fait, on a 3 temps. La première, c'est l'installation d'une temporalité et d'un moment particulier à venir. Aussitôt. Ça veut dire qu'on va placer la personne dans une situation d'attente. Elle va attendre qu'il se passe quelque chose. L'aspect psychothérapeutique et hypnotique, donc aussitôt qu'une partie de vous sera en mesure d'explorer plus en profondeur ses sensations et émotions, mais on aurait pu très bien dire dès qu'une partie de vous sera prête à vous guider dans une hypnose confortable, dès que votre esprit inconscient sera prêt à explorer certains souvenirs importants, dès que votre corps sera prêt à explorer cette douleur dans votre bras. Et là, 3e phase, le choix est donné au patient de laisser se faire le travail proposé en laissant advenir un phénomène considéré comme non volontaire et observable, à savoir un mouvement idéomoteur. Ici, en l'occurrence, ce serait la fermeture spontanée des paupières. Donc on pourrait très bien induire une transe hypnotique de manière très simple. Simplement, on peut demander à quelqu'un de fixer un point et dire cette phrase. Aussitôt qu'une partie de vous sera prête à vous guider dans une hypnose confortable, est-ce que vos paupières vont se refermer d'elles-mêmes? Et vous attendez. Et la plupart du temps, la transe s'installe toute seule. Alors, voici d'autres exemples. Aussitôt qu'une partie de vous-même sera prête à explorer plus en profondeur vos sensations et émotions, est-ce que vos paupières vont se fermer d'elles-mêmes? Il est important que ce soit les paupières qui se ferment toutes seules, et pas que la personne ferme volontairement les paupières. On revient à cette idée d'action, d'activité autonome, automatique. Aussitôt qu'une partie de vous sera prête à entrer dans une hypnose confortable, bon, je l'ai dit, aussitôt qu'une partie de vous-même sera prête à approfondir cette expérience, est-ce que votre corps va de lui-même vous sembler plus détendu? Là, il y en a qui voulaient la prendre en photo, celle-ci.
Aussitôt qu'une partie de vous-même sera prête à terminer cette expérience, est-ce que vos paupières vont s'ouvrir d'elles-mêmes? Alors moi, j'avais une autre suggestion qui est un peu plus tirée par les cheveux. C'est pour ça que j'en ai plus. Je vous ai dit, si vous peut-être que vous avez oublié, mais j'ai dit cette phrase-là. Dès qu'une partie de vous-même sera prête à poursuivre ce travail de guérison intérieure lors de vos futures nuits de sommeil dans vos rêves. Suggestion post-hypnotique. Et que votre esprit conscient saura que c'est bon moment. Est-ce que vos paupières vont s'ouvrir d'elles-mêmes pour terminer à un niveau conscient le travail engagé, ce qui sous-entend qu'à un niveau inconscient, le travail se poursuit. Vous voyez l'idée? Mais je répète celle-ci? Non, c'est bon? Aussitôt qu'une partie de vous-même sera prête à approfondir cette expérience, est-ce que votre bras va de lui-même commencer à descendre? Souvent j'emploie aussi, est-ce que votre corps va de lui-même prendre une profonde respiration naturelle automatique? Bon, il faut que je passe très vite. Donc je pense qu'il y a l'idée dans ce type de pratique d'activer le système parasympathique. Et on sait que le système parasympathique joue un rôle très important pour toute la question de la régulation du corps. On retrouve ça dans l'hypnose, dans la méditation, mais aussi dans le MDR. On sait que les mouvements oculaires activent ce même processus. Et donc je pense qu'en effet, le but du travail thérapeutique serait d'activer le parasympathique. Je dis souvent qu'on devrait apprendre aux enfants dès le plus jeune âge à activer leur parasympathique. Il devrait y avoir tous les jours des cours de méditation, de yoga, de qigong, etc. Même en entreprise, tous les jours, on devrait commencer par ça la journée. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de mots. Il est important donc aussi d'amener le patient à être totalement attentif à son expérience intérieure. On parle de pleine conscience focalisée, c'est-à-dire qu'on peut très bien demander à quelqu'un de focaliser son attention sur une douleur, une tension dans le corps, une émotion. Donc il va se focaliser dessus, et on peut faire une directive impliquée pour explorer cette sensation, cette émotion, et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière pour le travailler et mobiliser donc des ressources chez le sujet, des ressources physiques, inconscientes, peu importe. Bon, j'ai prévu trop de choses. Donc j'arrête en 3 minutes. M'intéressant beaucoup aux pratiques taoïstes, j'aime bien ces citations de Lao Tse qui je trouve sont très parlantes. Quand on pratique Wu Wei, il n'y a rien qui ne se fasse pas. Alors Wu Wei, c'est en gros, c'est dans le Qigong, c'est être dans un état où on ne fait rien, si ce n'est se laisser porter par les lois de la nature. Donc quand on est dans cet état de lâcher prise absolue, en fait, toutes les choses se font et se transforment d'elles-mêmes. C'est le but ultime, en fin de compte, du Qigong, hein. C'est-à-dire être dans un état où le mouvement n'est même pas décidé, c'est le corps, c'est la nature, c'est l'énergie qui nous fait faire tel mouvement à tel moment, parce que le corps sait que c'est ça qu'il faut faire à ce moment-là pour soigner. Et d'ailleurs, en hypnose, on retrouve fréquemment ça. Moi, j'ai eu plein de cas de personnes qui entraient en transe et puis qui d'un seul coup se mettaient à bouger la tête d'une certaine manière et ils se débloquaient en torticolis tout seul, hein. Ça se faisait naturellement parce que le corps savait à ce moment-là ce qu'il fallait faire. Ça implique aucune volonté, ça implique de ne pas chercher à se calmer, ça implique de ne pas chercher à comprendre, juste être témoin de l'expérience et de laisser les choses se faire toutes seules. Après la fin de sa vie, Rossi a sorti un livre qui est intéressant qui s'appelle 5 essais de génomique psychosociale, où il part de l'hypothèse que ce type d'expérience hypnotique, mais il n'y a pas que ça qui le favoriserait, permettrait donc en fait un travail sur l'expression des gènes, et donc c'est ce qui pourrait expliquer aussi la pertinence des processus thérapeutiques et du travail émotionnel, c'est-à-dire que ça ne se joue pas qu'à un niveau neurologique ou psychique, mais même au niveau de l'expression génique. Pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller voir ce livre qui date de 2005, qui est intéressant, avec plein de scripts également de séances, 5 essais de génomique psychosociale. Et je finis sur une citation de Lao Tse, que mes étudiants, il y en a quelques-uns ici, connaissent, parce qu'en 5e année, j'apporte tout le temps cette citation que je trouve extraordinaire. Donc de Lao Tse, un des fondateurs du taoïsme. Alors, Shenren, c'est le sage, le maître, donc on va dire le maître pour gouverner, vide le cœur des hommes, remplit leur ventre, affaiblit leur ambition et fortifie leurs os. Il agit par le non-agir, alors il n'y a rien qui ne puisse être mis en ordre.
Ce qui signifie donc vider le cœur des hommes, c'est en fin de compte vider le mental et les émotions. Retourner dans le ventre et dans le corps. Affaiblir les ambitions, c'est ne pas chercher à désirer quoi que ce soit, ne pas chercher à utiliser la volonté, ne pas chercher à contrôler. Et ainsi, tout se fortifie. Par le nom d'agir, tout se remet en ordre naturellement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Tout le monde est revenu au fait? Regardez comme début, tout le monde est bien revenu, ça va? Sinon la menace du verre d'eau, ça marche très bien. Alors je suis dans le même état que vous. Donc on va rebondir un petit peu sur ce que tu dis. Alors beaucoup de choses et du coup comme on a aussi traversé un petit peu cette expérience tous en même temps, j'espère qu'il y aura des réactions dans la salle par rapport à ça pour pouvoir partager. On en revient toujours à la même chose, c'est le corps, c'est remettre le mouvement dans le corps, et finalement c'est comment y parvenir, et là tu montres encore une nouvelle façon d'y accéder. Donc c'est vrai que Ernest aussi, voilà, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup appris aussi, une thérapeute. Je pense que chacun de nous a des petites choses qu'on a appris de lui. Et c'est vrai que le système, voilà, cette technique des mains. Puis l'intérêt, c'est qu'on peut l'utiliser pour plein de choses. Oui, plein de choses. La preuve, là, certains ont certainement vécu des choses très intéressantes, ont compris des choses, d'autres n'ont pas vécu grand-chose. Certains se sont rendus compte que les mains ont bougé, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé, ce qui ne veut pas dire qu'il s'est rien passé. L'avenir vous dira. Alors peut-être on pourrait vraiment partager autour de ça. Je trouve que ça serait ça le plus intéressant s'il y avait des réactions dans la salle. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que selon vous, certaines personnes n'étaient pas réceptives à ça? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes n'étaient pas réceptives à ça? Eh bien, c'est peut-être pas le bon moment. On est en groupe. Il n'y a pas un cadre suffisamment sécurisant. Il n'y a pas de relation thérapeutique qui est suffisamment construite. Ça peut être aussi parce que là j'ai fait un accompagnement qui est très ouvert sur plein de possibilités. Quand on travaille avec une seule personne, on va adapter son discours à ce qu'on observe, ce qu'on va regarder la personne, on va voir comment elle bouge. Si on voit que les mains ne se rapprochent pas, on va faire une autre forme de suggestion, on peut dire que les mains vont peut-être s'écarter. En fait, on va accompagner davantage la personne dans son expérience. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Bonjour, monsieur Masson. Bonjour Stéphanie. Je pense que... Il a rendu l'âme. Bon, je vais prendre... Et merci pour votre intervention. Donc, c'est plus une remarque qu'une question qui va peut-être faire prolongement avec l'intervention de la demoiselle qui est intervenue avant moi. Vous l'avez très bien résumé lors de votre introduction. La plupart des gens, même tout le monde, dès lors que nous avons appris à parler, à penser, nous avons beaucoup de difficultés à nous émanciper, à nous libérer de nos pensées intellectuelles. Jusqu'à ce que ça devienne symptomatique, voire un fardeau pour beaucoup de personnes qui sont envahies par ces pensées. Donc il y a quand même une question derrière ça, c'est que moi j'ai beaucoup de patients qui me posent ces questions, c'est est-ce que je vais être réceptif, comment est-ce que ça fonctionne, et qui finalement mettent en place par eux-mêmes des résistances. Donc l'alliance thérapeutique permet de les diminuer spontanément, mais est-ce que ça ne pourrait pas être pertinent d'intégrer systématiquement une forme de psychopédagogie avant de commencer l'hypnose? Christophe André dit apprendre à ressentir plutôt qu'à réfléchir, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. Et je me demande si, voilà, nous en tant que praticiens nous le faisons, nous pratiquons l'auto-hypnose, nous savons ce que c'est, et donc spontanément on arrive à partir en hypnose facilement. Mais ces patients qui rêvent avec toutes ces angoisses, ces inquiétudes autour de l'hypnose, et qui peuvent parfois même se bloquer par rapport à ce qu'on peut entrevoir de l'hypnose avec le mesmer ou l'hypnose de spectacle,
Est-ce que ce ne serait pas utile de systématiquement intervenir pour apprendre à ressentir plutôt qu'à réfléchir avant d'entamer l'hypnose? Oui. Voilà. Moi, je mise beaucoup sur la pédagogie, la psychopédagogie, donc généralement j'ai tendance, en début de suivi, à beaucoup expliquer les choses, et je dis souvent aux patients que s'ils savent ce que l'on fait, s'ils savent pourquoi on le fait, s'ils savent comment on le fait, c'est plus facile à faire. Donc la pédagogie est à mes yeux fondamentale, et c'est vrai qu'avec certaines personnes, il faut parfois plus de temps pour les amener, soit parce qu'ils n'ont pas appris à se reconnecter à eux-mêmes, soit parce que c'est défensif. Et donc il y a tout un travail qui peut être fait, et parfois c'est difficile. D'ailleurs, Milton Erickson disait que parfois il pouvait mettre 8 à 10 heures pour entraîner quelqu'un à rentrer en hypnose avant de commencer l'hypnothérapie. Donc, on revient à cette idée-là. Hein. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre, j'ai un cas en particulier qui me vient en tête en 2 secondes. Ça fait 3 ans que je pratique l'hypnose, ça ne m'était jamais arrivé. J'ai une patiente qui était plutôt carencée. Donc, intellectuellement, on est sur quelque chose qui sollicitait beaucoup de résistance, et à la fois qui n'était pas en capacité de se projeter mentalement, de voir en image, comme on en parlait tout à l'heure avec la fantaisie. Et malgré la psychopédagogie que j'ai essayé de mettre en place avec cette patiente, là j'ai vraiment eu affaire à quelqu'un de très braqué, et je n'ai pas pu aller plus loin. Alors, je ne sais pas s'il y a de solution miracle, mais quand on a affaire à des patients qui sont moins enclins à recourir à ce genre de pratique, est-ce que, sans parler de technique miracle, mais qu'est-ce que vous pouvez suggérer? Alors, je pense que un des défis, à mes yeux en tout cas, il y a peut-être moi qui pense ça, mais peu importe, c'est mon défi à moi, c'est si on part de l'idée qu'à partir du moment où on lâche prise, tout se réorganise naturellement, tout le travail doit être d'amener quelqu'un à lâcher prise. Mais selon leur personnalité, leur histoire, leur carence, leur mode de fonctionnement, ce qu'ils ont appris de leur éducation, ils ne sont pas forcément à même de vivre ce lâcher prise. Du coup, tout le travail viserait à développer des tas d'approches différentes qui permettraient de lâcher prise. Et parfois, alors je sais que ce n'est pas légal en France, mais il y a plein d'études qui montrent leur intérêt dans d'autres pays, parfois la substance serait la solution. Alors, quand je parle de substance, c'est des psychédéliques, du LSD, etc., pris dans un milieu hospitalier, dans un cadre sécurisé, bien entendu. Mais moi, j'ai eu un patient qui souffrait, on va dire, d'un fonctionnement obsessionnel avec des tocs incroyables, etc. On a fait du travail corporel, de l'hypnose, de la méditation, il s'est un petit peu assoupli, mais c'est tout. Jusqu'au jour, il est allé dans un autre pays, il a fait 2 sessions de LSD, avec un dosage bien pensé, ça a tout débloqué. Il n'est plus de TOC aujourd'hui. Hein. Donc après, il est passé par une belle décompensation dépressive que les TOC fermaient, vous voyez, et on a pu travailler sur ça, et aujourd'hui, ça va, quoi. On s'est reconnu que ces substances peuvent être utiles. Mais sans aller jusqu'aux substances, il y a d'autres techniques comme la respiration holotropique, par exemple, donc une forme d'hyperventilation qui peut provoquer aussi des états assez similaires qui marchent relativement bien. Et puis parfois, c'est... Merci Sophie. Et puis parfois, c'est pas la psy qui va fonctionner, Ouais. C'est effectivement de voir quelqu'un qui fait du qigong, qui fait de la danse, qui fait complètement autre chose, et qui va permettre effectivement de se lâcher prise, enfin se lâcher prise ou se laisser aller, se laisser venir. Je préfère, parce que lâcher prise c'est quand même une expression un peu... Ouais, qui est aujourd'hui qui est un peu trop new age. Ouais, un peu new age, puis paradoxal, lâcher et prendre. Alors que laisser venir, voilà, on se laisse aller. Ouais. Moi j'ai bien aimé ta façon de proposer les membres aussi, parce qu'il y en a plein. Je me suis laissée aller complètement, donc j'ai pas repéré toutes les étapes, etc. J'ai enregistré. Donc merci de cette expérience. En tout cas, un lâcher, j'ai été surprise, puisque j'avais enregistré, de voir que ça a duré 16 minutes, tu vois. J'ai pensé que c'était un autre temps. Je ne sais pas dire, mais tu vois, je ne sais pas dire si je pensais que c'était plus long ou plus court. Et quand j'ai vu 16 minutes, je me suis dit, ah bon. Voilà. Merci.
Alors, juste le temps que Sophie monte pour donner le micro, je rejoins un petit peu l'idée du lâcher prise, hein, parce qu'on a beaucoup de patients qui arrivent en disant « il faut que je lâche prise ». Or, bah non, c'est aussi des fois en leur proposant de reprendre un petit peu de contrôle, même à travers l'hypnose, que là, on accède à quelque chose de se lâcher prise, peut-être un peu New Age, c'est vrai, mais... Parce qu'ils sont sécurisés, ouais. ils sont plus sécurisés, donc ils peuvent s'autoriser plus facilement ensuite. Oui, peut-être. Mais en tout cas, l'idée, c'est de laisser venir, et le terme qui me vient, c'est accueillir. Hein, donc quand on parle de l'émotion, de l'expérience, voilà, accueillir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je crois que la clé est vraiment par là. Constant disait laisser advenir. Ah. Oui, c'est vrai. Je le disais dans beaucoup d'écrits. Pour les Américains, ils disent letting go. Donc laisser venir, laisser venir, laisser. Alors déjà, merci. Avec ma voisine, on s'est posé la question. C'est Manon. Ah, c'est ma cobaye préférée. Exactement. Du coup, on s'est posé la question. Au début, vous avez demandé de focaliser son attention, certes sur le ne rien faire, mais également sur un problème. Et du coup, on s'est personnellement, je ne sais pas pour les autres, mais en fait, je me suis fait attraper par la sérénité et par totalement le ne rien faire de l'exercice. Après, c'est parce que je pense qu'on l'a déjà fait en cours. Mais comment vous expliquez que le fait de ne pas avoir maintenu la focalisation de mon attention sur le problème fait qu'il y a eu possiblement un travail d'enclencher? À aucun moment, je ne vous ai demandé de focaliser votre attention sur le problème. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Zéro quoi? Voilà. Il faut que je détaille davantage ou pas? Oui. En fait, je vous ai proposé de regarder vos mains et de voir ce qui se passait dans vos mains. Donc, c'était pour focaliser votre attention, comme vous avez pu le constater. Et après, j'ai simplement dit, dès qu'une autre partie de vous-même sera prête à explorer votre problème, donc pas vous, une autre partie de vous-même, donc pas votre esprit conscient. Et ouais. Et est-ce que vos mains ont bougé? Bien sûr. Ok, donc une autre partie de vous-même a, semble-t-il, entendu ma suggestion. Donc une question par là, moi je voulais simplement rebondir sur quelque chose que vous avez dit très rapidement, mais quand même, sur une hygiène avant le travail, et ce serait quoi pour qu'on soit plus en condition, plus détendu, ou je sais pas, mais vous avez dit qu'on devrait tous avoir peut-être un rituel, je sais pas. Mais, non, en fait, je disais simplement qu'on devrait tous apprendre des techniques qui nous permettent simplement de nous réguler, de nous poser, de nous calmer. Après, il y a plein de chemins possibles en fonction de chacun. Moi, j'ai testé la méditation tibétaine, j'ai pas accroché. J'ai testé le yoga, je n'ai pas accroché. J'ai testé le yoga de l'énergie, je n'ai pas accroché. J'ai découvert le qigong, les arts martiaux chinois internes, et je suis accro. Voilà. Et pour d'autres, ça sera peut-être la danse spontanée, ça sera la bonne sieste sur le hamac régulière, la peinture, la musique. Bon, après la méditation, quand même, c'est quand même pas mal. Hein. Et donc c'est quelque chose de plutôt personnel et pas forcément collectif. Généralement, on apprend avec d'autres personnes au départ. Et après, quand on sait pratiquer, on pratique de plus en plus seul. Donc, pour ma part, je continue encore à recevoir des enseignements, par exemple, dans les pratiques taoïstes. Mais en même temps, je connais déjà plein d'approches, plein de techniques que je pratique quasiment quotidiennement, etc. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? J'ai même plus le... Il est 34, mais l'avantage quand on fait une séance, c'est qu'on n'a pas envie de parler après. Donc, c'est bien.
Alors, on va clore la journée tranquillement. Alors, je vérifie bien. En sachant que moi, je vais devoir partir dans une dizaine de minutes, donc je vais partir un peu avant la fin. Je suis désolé. Si tu veux, je vais imiter Saïs après-vente, en fait. Donc, merci Joannick pour ton Merci à vous. intervention. Merci à vous tous d'être venus à la journée. Moi aussi, j'aurais une petite citation pour la fin, une citation que j'aime bien et finalement qui s'y prête encore aujourd'hui. On l'a cité plusieurs fois, c'est François Roustan qui disait que le but de l'hypnose est le réveil à soi, à son propre élan vital. Et je trouve que toutes les interventions d'aujourd'hui reviennent à quelque chose d'essentiel de cet ordre-là. Merci beaucoup à tous nos orateurs. Et à tous les participants. Encore une fois, ça nous fait beaucoup plaisir et je parle au nom de l'équipe. On prend à cœur d'animer toujours cette journée. On espère pouvoir en refaire une autre bien plus rapidement que cet espace-temps de 3 ans. Donc à la prochaine fois. Ma collègue m'a juste glissé qu'il y avait des questionnaires qu'on vous avait distribués. Il y a une bannette à l'entrée pour nous les remettre. On en prendra connaissance et on ajustera le propos du prochain colloque. Merci.